Et pour notre zoom dominical, prenons maintenant la direction de la Dordogne. Nous allons nous laisser porter par la Vézère, cette rivière qui a donné son nom à toute la vallée. Aujourd'hui, ses habitants y sont loin de tout, mais pendant des millénaires, de la préhistoire au 19e siècle, ces conditions de vie en ont fait un refuge exceptionnel, comme nous le montrent Erwan Brem et Christophe Brousseau. Et alors, ouvrir une fenêtre, la jolie vue sur le jardin et la rivière. et tomber sous le charme de la Vézère. Depuis le XVIe siècle, le château de Los contemple les eaux de la plus mystérieuse des rivières de Dordogne. Là, ils ont pensé à tout, regardez ici. C'est un château de plaisance de ce côté-ci. C'est ici pour qu'on voit la vue quand même. Hein, c'est étonnant, non? C'est défensif sur la rivière. Hein. Vous ne devez protéger que de ce côté-là des terres. Il y a 6 tours. Il y en a qui ont disparu, mais tout autour, c'était entièrement défensif. Jacqueline van Verschuren a créé les jardins du château. Alors tout ça est rempli de népétas, tout ça fleuri de rosiers. Ils sont aujourd'hui l'une des perles des bords de la Vézère. Pour moi, c'est la plus belle saison ce printemps, parce que tous les vers sont différents. C'est très tendre, il y a des vers tendres, etc. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'elle est restée quand même, regardez, les abords sont restés un peu sauvages, les arbres poussent un peu, hein, n'importe comment, ce qui en fait la beauté. Nous allons partir à la découverte de cette rivière, sauvage et changeante. Nous laisser porter au fil de l'eau dans des lieux inaccessibles sans embarcation. Et cela commence au pied du château de Los. Alors là, on est complètement sous le château. Le château, il a vraiment été construit sur un promontoire rocheux pour gagner un maximum de place en terre cultivable. On avait besoin de toutes les terres cultivables à l'époque. Et on pouvait acheminer toutes les marchandises que l'on voulait par la Vézère. Et là, on pouvait descendre des marchandises pour les charger dans les bateaux. Donc c'était fonctionnel. Philippe Colomy a un bon coup de pagaie. Sans doute parce qu'il a été membre de l'équipe de France de canoë, Tout est bâti là-haut. mais aussi parce qu'il descend la rivière depuis plus de 20 ans. Et visiblement, il ne s'en lasse jamais. Là, c'est la période en plus de nidification. Donc tu as tous les oiseaux qui chantent de tous les côtés. Ça, c'est pas courant quand même. Ça t'aime bien? Ouais, j'adore. Tu fermes les yeux là, tu ne sais plus où t'es là. Il est temps de faire une petite halte. On vous les pousse. C'est ce que je vois. Oh, les pas, ils reviendront. Avant d'arriver à Saint-Léon-sur-Vézère, la rivière a parcouru près de 200 km à travers la Corrèze et la Dordogne. Le cours d'eau a longtemps été une artère vitale pour ce village de 400 habitants. Bah, du temps de la batellerie, il y avait 1500 personnes à 2000 personnes qui vivaient, avec tous les corps de métier. En fait, la batellerie était tellement puissante à l'époque. Hein, sur la Vézère, on convoyait beaucoup de marchandises avec une forte plus-value. Des lingots de fer, des canons, des boulets de canon, des pots en étain, de l'ardoise travaillée qui venait de Corrèze. Ce qu'aime Philippe Colomy quand il accompagne les visiteurs, c'est leur faire découvrir que l'homme a épousé l'architecture naturelle de cet environnement. Et cela depuis des milliers d'années. Pour nous en rendre compte, nous allons gagner les hauteurs. Sculpté dans la paroi de la falaise, le village de la Madeleine jouit d'une vue imprenable sur la rivière. Voilà, là on est à l'entrée du village, donc un village qui a été occupé du 10e jusqu'au 18e siècle. Alors là, vous voyez, les habitats troglodytiques sont pas profonds, hein, et plus on va rentrer dans le village, plus les habitats vont avoir de la profondeur, et plus aussi on va prendre de la hauteur vis-à-vis de la Vézère. La Madeleine est un site majeur de la vallée. C'est sous le village que des archéologues y réalisent des découvertes capitales dès 1863. Bisons sculptés ou gravures de mammouth sur une défense de l'animal, qui remettent en cause les croyances de l'époque. Au 19e, cet animal est considéré comme fossile, ou du moins antédiluvien, c'est-à-dire d'avant le déluge, et soi-disant l'homme ne l'aurait pas côtoyé. Si la falaise est occupée depuis la préhistoire, il faut attendre le Moyen-Âge pour découvrir les premières habitations, puis la première chapelle au XVe siècle. Les derniers habitants qui ont vécu à la Madeleine, aux alentours du 18e, c'était un boulanger qui était installé ici. Et juste à côté, dans l'autre habitation, on avait un tisserand.
Il y avait ici toutes les qualités qui étaient réunies. On était exposé plein sud, on avait la Vézère à proximité, on avait à la fois les plaines pour faire de l'agriculture, au-dessus le plateau forestier. Ici, on a toutes les conditions de vie idéales qui sont réunies. Ce mode de vie troglodytique, les riverains de la Vézère l'ont presque tous abandonné. Mais dans le village des Eyzies, la vie se déroule encore dos à la falaise, comme va nous le montrer Pierre, un habitant de cette rue collée au rocher. Alors là, c'est le rocher, c'est la falaise. Ces maisons n'ont pas besoin de fondation. Si on creuse un peu dehors, on a 50 cm de terre, puis on tombe sur le rocher. Le rocher, il part du haut, il fait une falaise, il fait une terrasse, il refait une falaise, et ainsi de suite. Pierre Lagoterie et son épouse Pierrette vivent dans une maison voisine. Une bâtisse de famille, aménagée par les générations successives. Et hors de question de se passer de cet imposant voisin. À nous, ça nous apporte une forme de solidité. Mais les touristes ont toujours peur que ça tombe. C'est tous les jours, vous n'avez pas peur que ça tombe? Non. Nous laissons Pierre et Pierrette pour poursuivre notre voyage. Le bout du monde sera notre ultime étape. Le bout du monde. C'est ainsi que les habitants des Eyzies surnomment cet endroit. Une impasse, où nous devons retrouver un homme fier de son patrimoine et de sa vallée. Agriculteur, restaurateur de matériel agricole, Bruno Urisi a sauvé tous les tracteurs du secteur avant qu'ils ne partent à la casse. Le paysage, avant, tout était cultivé. Maintenant, c'est plus ou moins des prairies. Il y a beaucoup d'endroits, des fermes sont devenues des campings aussi. Il y a eu un changement de destination de ce côté-là. Dans la vallée de la Vézère, le paysage a beaucoup évolué ces dernières décennies. Et Bruno l'a vu changer progressivement. De ce que je me rappelle, c'était plus ouvert que ça, le paysage. Que la forêt, bon, elle reprend petit à petit. C'est que le tourisme, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas les prés, enfin, l'espace naturel comme ça, si on ne l'entretient pas, ça va devenir un tas de ronces. Mais d'ici peu, les fameuses falaises de la Vézère pourraient être dégagées et retrouver leur visage originel. La vallée pourrait être classée grand site de France pour faire cohabiter tourisme, patrimoine et agriculture. Le paysage que Bruno Urisi aime tant garderait alors son authenticité. C'est bien de vivre au bout du monde? On est pas mal, on se porte bien. Le bout du monde, tiens, nous y voilà. À droite la Vézère, à gauche la falaise, infranchissable. Nous n'irons pas plus loin. La vallée de la Vézère, un bout du monde qui fut aussi, on l'a dit, le berceau de la préhistoire. La région est classée au patrimoine mondial de l'humanité. On y trouve des dizaines de grottes, dont celle de Lascaux, des sites paléolithiques qui nous apprennent comment l'homme a survécu il y a 400 000 ans, comment il a aussi inventé l'art. Guillaume Ployer et Christelle Arfel. La richesse et la densité exceptionnelle de ces sites préhistoriques lui valent son surnom, le pays de l'homme. Partout dans la vallée de la Vézère, les vestiges d'une occupation continue des falaises de calcaire depuis 400 000 ans. Alors nous voilà dans un abri sous roche qui a été occupé il y a quelques milliers d'années par les hommes préhistoriques. Les abris comme celui de Castelmerle se comptent par centaines, peut-être par milliers dans le Périgord noir. Ici s'organisait la vie quotidienne des premiers hommes. Quand ils arrivaient dans cette vallée de la Vézère, ils séjournaient à l'entrée de ces abris. Ça leur permettait de faire du feu. Ils avaient la lumière du jour pour travailler, préparer leur nourriture, fabriquer des outils, comme des outils en silex par exemple. Comme Néandertal avant lui, Nicolas Audebert est un tailleur de silex. Il en a fait son métier. Lui-même se définit comme un homme de la Vézère, capable de fabriquer un outil en moins de 10 minutes. C'est une sorte de couteau suisse en fait. C'est avec le biface, on va pouvoir racler, scier, couper, percer. À l'époque, dans la vallée, tout l'environnement devenait source de création. Voilà un superbe biface de l'homme de Néandertal. Souvent, on imagine les Néandertaliens ou les hommes préhistoriques comme des grosses brutes épaisses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très tôt, dans ces sociétés préhistoriques, il y a eu de l'artisanat. C'est-à-dire une connaissance des matières premières et des gestes précis pour maîtriser ces matières premières. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vallée de la Vézère compte 147 sites et 25 grottes classées. Découverte en 1908, la frise de Cap Blanc représente un bestiaire sur 13 mètres de long. Sa réalisation correspond à l'avènement de l'art pariétal
il y a plus de 20 000 ans. Ce qui est exceptionnel, disons, dans cette frise de Cap Blanc, c'est le type de techniques. Sont plus connues du grand public les techniques classiques, telles que la peinture, des grottes ornées, classiques, fond de Gaume, Altamira, Lascaux. Mais ce type de sculpture, vous voyez, très forte, très monumentale, n'existe qu'à un moment particulier et à un endroit particulier. Dans le Périgord noir, la plupart des sites préhistoriques sont des propriétés privées, mais ouvertes au public. Au Bugue, Barabao est une affaire de famille depuis des générations. Il y a de très belles strates marines. Tellement passionné par sa grotte, Dominique Molinier a tissé un lien privilégié avec les Cro-Magnons. Et je pense qu'ils m'ont donné une force. Je vis avec eux, souvent je le dis, je vis avec eux. Très attachés à leur patrimoine, les Périgourdins savent qu'il appartient finalement aussi à l'humanité. Mais le partager est un honneur, une fierté. C'est une chance inouïe que nous ont laissé l'héritage des arrière-grands-parents et de toute la famille et qu'on a conservé, quoi. Tant bien que mal, mais on a essayé de maintenir ce site tel qu'il était autrefois. Ça aurait pu très bien se vendre ou peut-être ne jamais être découvert également. Précieusement conservés, les trésors de la vallée sont comme un trait d'union entre lointain passé, présent et futur. Et le long de la Vézère, la recherche sur la connaissance humaine continue. Alors avec une telle histoire, pas étonnant que cette région ait nourri toutes sortes de légendes. Parmi les plus connues, le mythe de la Dame Blanche ou encore du Lébérou. Des récits que l'on continue à se transmettre de génération en génération avec toujours l'envie d'y croire un peu. Géraldine Desqueroux et Corinne Figeaud. La Dame Blanche, elle revient sur les lieux qu'elle a connus du temps de son vivant. Elle est drapée de drap blanc. Tandis que le Lébérou, lui, se drape d'une peau de lièvre et erre dans la nuit sous 7 rochers. Quant à la poule noire, elle sert à invoquer les puissances maléfiques. Il est des conteurs qui aiment faire cohabiter les diables, les fées, les revenants avec les humains. Daniel Laumont est l'un d'eux. Il nous ouvre son livre des légendes et nous emmène sur les pas de la Dame Blanche. La Dame Blanche, si on veut expliquer le mythe, c'est un revenant, c'est un être que l'on a aimé, ou ça peut être aussi une apparition qui fait la liaison entre le monde visible et le monde invisible. Il faut qu'à travers le récit que l'on donne, il y ait une puissance symbolique et puis qu'il y ait aussi une dimension à la fois fantastique, facétieuse ou merveilleuse et que les gens s'y retrouvent à rêver et en même temps à être en phase avec la réalité. Ces légendes brouillent les frontières entre le surnaturel et le réel. Sans leur existence, la grotte de Lascaux n'aurait jamais pu être découverte en 1940 par 4 jeunes garçons. Alors il y avait une vieille légende qui permettait aux gens de Montignac de croire qu'il y avait un trésor dans le château de Montignac qui se trouve à plus d'1 kilomètre de là. Et qu'il y avait un souterrain qui partait de cette colline-ci et qui allait le rejoindre. Donc ces enfants un peu naïfs sont allés dans un trou qu'ils ont découvert, ils ont rampé, ils se sont glissés dedans. Et c'est là qu'en descendant dans le trou, ce garçon-ci, c'est-à-dire Marcel Ravida, est tombé nez à nez avec les peintures. Avec cette découverte, ça a été la légende qui a rattrapé l'histoire. C'est dans les campagnes que les légendes ont pris vie et se transmettent de génération en génération. Autrefois, c'était en gros les gens de la famille ou du voisinage immédiat qui venaient écouter le pépé qui racontait de belles histoires, qui racontait bien. Ouais. Il avait une façon. Et tu qui racontes l'autre, tu que savais. On était 3 garçons de peu près du même âge, alors ça montait en peu. Et puis, si vous êtes passage là, tout ça, vous allez voir, on va faire venir la bérane. Mais je me rappelle d'avoir monté l'escalier, d'être pas fier, en pensant que peut-être c'était quand même la bestiole. Puis on posait la question, on dit quel moment c'est ça a des oreilles comme un chat, mais alors on avait la trouille. Quoi. Mon petit-fils qui a maintenant 6 ans, des fois je lui raconte le soir, il aime bien aller dormir un petit peu au départ avec son papy, puis
J'aime bien lui raconter des histoires comme ça, un peu comme ça. Et puis là, je sens qu'il en perd la respiration. Et là, il m'écoute tant qu'il peut, ouais. Et puis je suis autant heureux que lui. Vous comprenez, voilà. Santé à toi. Attends, Chantal, hein. C'est pas qu'une tradition, c'est en même temps un art de vivre et une façon d'être des gens d'aujourd'hui. C'est encore en nous et c'est encore vivant. Chaque nuit, qu'ils soient dragons, dames blanches ou lébérous, les personnages des contes et des légendes du Périgord noir prennent vie. Sous la plume des conteurs, ils traversent alors le temps, étrange, maléfique ou poétique.